podcast show. Maps, data, vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Bienvenue dans le podcast des géomagiciens. Ici, on parle de géomatique sans jargon inutile, on parle de tech sans blabla et surtout, on parle de ce qui fait vraiment avancer nos métiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Roll, chef de projet SIG et responsable technique au Crishpaca. On se connaît bien avec Stéphane, on a entre autres partagé des bureaux voisins pendant plusieurs années du côté de l'Arbois, Aix-en-Provence. Salut Stéphane, comment vas-tu ? Salut Manu, bah écoute, ça va très bien. Alors à date d'enregistrement, je crois qu'on est juste avant Noël, mais on se reverra en live en janvier, quoi. Ouais, tout à fait. Merci de m'accorder ton temps précieux, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Ça faisait un moment que j'avais donc cette idée de ce projet de podcast qui trottait dans ma tête et je t'en avais déjà parlé, je pense, facile il y a un an, voire plus, en mode le jour où je lance le podcast, il faut que je t'invite parce que Stéphane, il a toujours plein de choses à raconter, il connaît plein de monde, il a plein d'histoires, souvent croustillantes. Ouais, souvent trop d'histoires d'ailleurs, j'ai tendance à trop parler même, donc je raconte trop ma vie. Mais... Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire tenir tout ça en 1 heure à peu près. On va essayer de savoir un peu ce que tu fais au quotidien, où est-ce que tu en es arrivé là, où est-ce que tu travailles, et voilà, apporter tout un tas d'informations qui pourraient plaire notre audience de géomaticiens, de techniciens SIG, de sigistes, de cartographes. Appelez-vous comme vous voulez. Première question, Stéphane, est-ce que tu peux te présenter sans me parler de ton métier ? Sans parler de mon métier. Alors, ouais, c'est toujours ça, la question quand on me demande ce que tu fais dans la vie, c'est là où on sait toujours qu'on en a pour 20 minutes à expliquer. Et ça change pas avec le temps, malheureusement. Donc, non, alors moi, je fais partie maintenant, un peu des dinosaures, c'est-à-dire je suis un géographe de formation. Et donc, je fais une fac de géographie, tout simplement. Sans le côté technique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être avoir cette dimension technique. Donc, je suis passé du côté, côté obscur de la force, à l'époque où je ne savais pas qu'elle existait, cette force, pour me lancer dans la technique géomatique et me spécialiser, l'air de rien, au fur et à mesure et au fil du temps, dans ce fameux, ce qu'on appelle maintenant un géomaticien. Alors, qu'on appelle maintenant, mais bon, maintenant il y a plein d'autres termes. Et je suis devenu géomaticien par la force des choses, au bout de 5-6 ans au total. Donc l'université d'Avignon, j'ai fait l'IGA à Grenoble, la licence pro géomatique de Digne dans le 04. Voilà, c'est un peu les trois trucs. Il n'y a pas d'école d'ingénieur ou très spécialisée nationale, peut-être parce qu'à l'époque ça n'existait pas encore ou c'était pas encore assez démocratisé. Mais je suis issu de ce cru, de cet ancien cru où la technique sortait, mais n'est pas au niveau qu'on la connaît aujourd'hui. Donc j'ai pas toutes les cartes en main à l'époque, mais déjà ça me plaisait et c'était là-dessus que je voulais aller. Et puis parce que c'était plus facile à vendre, entre guillemets, de se vendre à des entreprises ou à des structures qui emploient, de vendre de la production plutôt que de vendre de la connaissance simple en géographie. Parce que raconter des belles histoires, de la culture G sur la géographie, c'est sympa, c'est génial. C'est bien placé en soirée entre deux apéros, mais à vendre, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que la technique, on est dans le monde production, donc on arrive à fabriquer, à faire des choses, et c'est vrai que l'entrée est beaucoup plus simple. Ouais. Quand tu dis à l'époque, on est à peu près il y a combien de temps là, pour situer un peu? Je me suis entendu le dire quand je dis ça. Je suis sûr que je vais avoir la question de c'était quand. C'était alors attends, licence pro, je suis sorti de tout ça en 2010, je crois, 2009-2010. Ouais, donc ça fait une quinzaine d'années. Donc c'est ça, 15 ans que je travaille, on va dire, vraiment dans le milieu opérationnel, 15-16 ans. Et tu comptes 6-7 ans d'université, de formation en amont. Donc voilà, on est là-dessus. Donc c'est à la fois pas très loin, et à la fois ça fait déjà 15 ans. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le sweet spot où il y a l'expérience, il y a les années, mais en même temps on est encore jeune entre guillemets, où il y a cette dynamique. Et puis tu te dis, tu vois surtout tout l'effort, tout le gap qu'il y a eu en 15 ans, tout ce qui s'est passé déjà en 15 ans. Et encore à l'époque, on en parlera peut-être après, mais l'IA était pas, on parlait même pas, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et puis comme le SIG, de base, c'est pas si vieux que ça.
entre guillemets, Hmm. mais voilà, Ouais, ça va vite. ouais. Mais moi, je suis à peu près de la même génération et c'est vrai que je me rappelle la partie géomatique à la fac, c'était ultra niche. Il n'y avait pas tant de masters que ça ou de spécialités sur le sujet dans les différentes universités. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que, bah, bon, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression que quasi toutes les facs vont proposer à un moment donné un cursus où il va y avoir de la technique, de la géomatique. Et ça montre aussi l'évolution et la demande de ces technos dans le monde professionnel. Ouais, bah oui, c'est exactement ça. Alors après, à différents niveaux, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que je fais partie aussi de jury dans des formations ou je donne des cours dans certaines formations, mais c'est vrai que le niveau de connaissance ou de ce qui est dispensé comme cours varie. Soit est très spécialisé, soit c'est une brique dans un métier qui lui est thématique. Et Mm. puis l'avantage du SIG, c'est que c'est transversal. Ouais. La géomatique au sens large, c'est transversal à tous les métiers. Donc c'est là aussi c'est compliqué à placer un peu dans toutes les promos parce que il faut que les gens s'en servent soit comme un métier, soit juste comme un outil. Mm. Et donc c'est deux choses différentes. Et Ouais. souvent on a tendance à se dire bah c'est technique, c'est sympa, on fait des cartes. Et puis on va faire des cartes, mais pour autant on oublie notre thématique Mm. métier d'avant. Ou Ouais. à l'inverse, on veut se lancer à fond dedans et savoir pourquoi il y a un encodage ou une virgule qui a fait tout Mm. planter. Voilà, c'est là on est Ouais. dans l'autre sphère quoi. Ouais. Et justement, tu as cette approche qui est très technique. On a eu la chance de collaborer ensemble sur des projets où j'ai appris de toi, notamment sur les ETL, où tu as pu me transmettre pas mal de choses. Et ma question, c'est entre, on va dire, ta sortie d'études et aujourd'hui, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir l'expertise, la connaissance que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit direct, qui te dit, ah oui, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je connais tout ça? C'est, j'ai toujours voulu aller dans le côté technique. Une fois que j'ai trouvé ça à l'époque de ma formation là, donc il y a 15 ans et des brouettes, je savais que c'était ce côté technique que je voulais faire. Et du coup, j'ai jamais vraiment lâché ce truc-là parce que ça a évolué au fur et à mesure que moi je travaillais avec. Mhm, Et donc il y avait toujours des choses nouvelles. Et de base, il y avait beaucoup de choses à apprendre. mhm. Donc c'est de la veille régulière. Et donc à l'époque, je travaillais dans une boîte privée bah, que tu connais un peu, hein, qui s'appelle Ouais, Geosoft ouais. où du coup, bah là, on numérise des PLU à la main. Enfin voilà, on fait vraiment le travail de petite main Ouais. de base, hein, Mhm. mais qui est nécessaire pour après essayer d'aller voir plus loin ce qui se passe. Mm. Et donc, on passe par des anciens outils. Alors, dans les anciens outils, je mettrais Mapinfo déjà aujourd'hui, mais à l'époque, Mapinfo, c'était le roi du monde. C'était Voilà, c'est des robuste. logiciels comme ça, c'était robuste, Mm, voilà, ça avait un coût, certes, mais mm, tout le monde jurait que par ça. mm. Mais ça a été les premières briques. Bien entendu, il y a tous les autres du marché, hein. Alors, je sais pas s'il faut faire comme à la télé, citer les Faut- trois. Mais bon, voilà, Non, il n'y a il pas y a de... toute la suite SRI, enfin, il y avait QGIS qui était à ses débuts, Mm, enfin voilà, GeoConcept, etc., etc. Mais on était dans ce monde-là et je voulais voir comment ça marchait derrière. C'est-à-dire, mm, j'étais toujours curieux de se dire, c'est bien quand on clique là-dessus, ça fait ça, mais il y a quoi derrière le clic? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le mm, jour où le clic marche pas, où on a envie de faire autre chose, et donc toujours été curieux, et dans le monde du privé, c'est que dans tous les cas, il faut que tu produises pour avoir ton salaire, globalement. mm. Donc il fallait jamais rien lâcher, il fallait vraiment faire au mieux et le plus proprement possible et éventuellement le plus vite possible. Mais ça, bon, c'est des notions de productivité en entreprise, on va pas aller là-dessus. Et puis petit à petit, bah, tu gagnes en confiance, tu gagnes en savoir-faire, et tu restes dans ce côté technique qui te plaît. Et puis derrière, bon bah après quelques années, j'ai eu la chance d'intégrer justement bah, l'équipe du CRIJ. Et là, bah, on va dire mes chakras SIG se sont ouverts encore plus, de manière plus importante. Et j'ai intégré une équipe. À l'époque, on était 8. Et là, en fait, tu fais de la veille quotidienne, en plus du reste. C'est-à-dire que là-dessus, bah, tu as ta carte blanche pour apprendre ce que tu veux, vulgariser un peu l'info et expliquer aux gens comment ça marche, en plus de toi, acquérir toute cette expérience supplémentaire. Et là, tu passes dans un autre monde. Mm. Donc c'est pour ça que l'écrit est assez particulier, mais on en parlera après, je pense. C'est vraiment une genre de succursale dédiée à l'expertise géomatique, Ouais. où bah, dedans, c'est à toi d'aller faire l'effort, d'aller chercher. Ça te tombera pas du ciel. Puis il faut savoir expliquer les choses nouvelles, tout ce qui sort, tout ce qui est bien comme le moins bien, sans prendre parti. Donc il faut tester, il faut comparer,
et ça te force à aller être, voilà, ta curiosité en SIG en l'occurrence, et ça te force à aller chercher plus loin que ta zone de confort habituelle, quoi. Ok. Mais, bon, on peut en parler maintenant, hein, des criges, donc la structure dans laquelle tu travailles actuellement. Tu peux nous présenter peut-être de façon générale ce qu'est un crige et puis ensuite le crige PACA. Alors le CRIGE, c'est le Centre de ressources en information géographique, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ce qui me concerne, donc en PACA. Il y a à peu près un équivalent CRIGE dans chaque région en France, même dans les DOM. Géo-Guyane, par exemple, voilà, il existe. Et donc nous, on est une structure associative, loi 1901. On n'est pas calé sous tous les mêmes fonctionnements. Il y a des GIP, il y a mise à disposition de personnel au niveau État, région, des choses comme ça. Nous, comme OpenIG, nos voisins d'Occitanie, on est en association. Donc nous, on est 6 aujourd'hui, depuis peu là, on est 6 personnes pérennes. Oui, on va dire 5 plus 1 plutôt. Et on est, si tu veux, on se doit de répondre aux besoins de nos adhérents. Dans un premier temps, vulgariser toute cette info géomatique. On est neutre et on est un peu la courroie de transmission entre tout ce qui se passe on va dire localement, comme au niveau national. On fait le relais entre ces infos. On a un tiers de confiance, c'est-à-dire que les gens nous appellent avant voilà, quand ils ont des questions techniques pour savoir, avoir des conseils, avoir des retours ou tester certaines choses. Et on a un gros réseau aussi de connaissances, donc on connaît un peu tout le monde. Alors, je le dis souvent, mais j'ai tendance à dire que je connais quasiment tous les géomaticiens de chaque structure en PACA. Bon, tu le sais, ça se vérifie à chaque fois que tu me poses une question, tu me dis que je C'est connais tout assez le monde. bluffant. Chaque fois que je te parle d'un nouveau contact, quelqu'un, tu dis, ah mais oui, je le connais. Ouais, bah oui, forcément. Alors, je connais pas tout le monde non plus, mais voilà, puis on connaît un peu ce jeu de chaise musicale. Alors, à quoi ça sert? Parce que c'est souvent la question qu'on me pose, mais à quoi ça sert de connaître un tel ou un tel? Ben, c'est des tours d'une discussion, quand certaines personnes sont bloquées, on se donne un contact, etc. Bon, on peut dire d'appeler un tel, j'appelle de ma part, et puis lui connaît un tel qui connaît un tel, et finalement, ça se vérifie, hein, maintenant depuis 15 ans, on arrive toujours à trouver la bonne personne rapidement, de manière efficace, sur un sujet qui est très expert. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Enfin, on le construit, mais ça s'apprend pas à l'école, à l'université. C'est pas un truc qui se transfère. C'est de la discussion, c'est du travail de longue haleine. Et puis, quand on est 6 dans une équipe, comme moi au CRIGE, on arrive à croiser en plus nos différents réseaux de chacun. Et donc, on arrive forcément à balayer le spectre, on va dire, quasi national de qui c'est. Donc, si c'est pas moi qui connais tout le monde, c'est surtout ma directrice, Christine Arcas, qui elle aussi a un gros réseau, et qui du coup dirige ce CRIGE depuis ses débuts, parce que c'est elle qui l'a créé, donc c'est depuis 2002. Ok. Donc ça fait presque 20, ça fait 23 ans, on arrive sur les 25 ans bientôt, mais voilà, Ouh, ça sent la grosse fête. Ouais, bon, on le fait à chaque dizaine d'années, hein. Moi, je suis arrivé la veille des 10 ans du CRIGE, mais voilà, on fait en sorte de fêter ça comme il se doit. Et on se contente aussi de se dire que ça fait quand même 25 ans presque qu'on existe. Et donc, si on existe aussi, c'est qu'il y a un besoin, on a notre place. Alors nous, comme les autres, hein, d'ailleurs, hein, les autres CRIGE, hein, parce que tous les autres CRIGE sont là aussi, sont plus ou moins récents. Mais il y a un réseau des CRIGE qui existe. Donc c'est d'ailleurs ma directrice qui anime le réseau des CRIGE au sein de la FIGEO. Elle est aussi vice-présidente de la FIGEO, donc l'Association française pour l'information géographique. Et aussi dans d'autres instances nationales type CNIGE, où elle est la vice-présidente de la commission des standards du CNIGE. Moi, j'interviens aussi dans des groupes plus métiers au niveau du CNIGE, notamment sur la qualité des données géographiques co-animées avec l'IGN. Et puis historiquement, je participais à celui des documents d'urbanisme. J'ai laissé un peu la main parce qu'on peut pas être partout tout le temps non plus. Mais je continue à suivre, voilà, tous ces trucs-là. Donc le CRIGE, même si ça agit localement, il y a aussi un gros lien avec le côté national, de tout ce qui sort, on va dire, comme nouvelle réglementation, comme norme, qui va s'imposer localement. Donc nous, on va expliquer, on va essayer de dégrossir tout ça, de le mettre en application, ou d'essayer de lever les freins et tout ce qui va avec. Et à l'inverse, on fait remonter au niveau national toutes les problématiques locales, tous les points de blocage en disant, écoutez, c'est bien, mais regardez comment ça se passe.
voilà ce qu'on a testé, est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente de faire en sorte que tout soit cohérent et que ça fonctionne quand même, parce que derrière, il y a une réglementation. Généralement, tout ce qui est réglementaire, il va falloir l'appliquer. Là, je ne vais pas parler PCRS, mais la prochaine en date, c'est le 1er janvier 2026. C'est l'histoire du plan de corps de rue simplifié, que tout le monde attend mise en application depuis des années, et qui arrive au 1er janvier. Donc, ça fait des années déjà qu'en arrière-garde, le commun des mortels s'en aperçoit pas, mais tous les géomaticiens, les gens comme moi, travaillent déjà sur le sujet, même les privés qui travaillent là-dessus, se préparent pour des échéances réglementaires. Et quand ça sort, les gens le découvrent. Et en fait, c'est des travails de fond qui sont menés. C'est pour ça qu'on dit toujours que la géomatique, c'est un métier de niche, parce qu'on n'est pas tant que ça. Et puis c'est un peu un travail caché. Alors, certains disent que c'est un travail ingrat. Non, mais parce qu'on voit à quoi ça sert, c'est surtout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi au CRIJ, ça fait maintenant 15 ans, tout ce que je fais, je vois que ça a une implication. Alors je dis pas ça c'est moi qui l'ai fait, c'est pas ça derrière, ça flatte toujours un peu l'ego, mais c'est de voir que par exemple en commune, quand quelqu'un va cliquer sur une parcelle pour avoir les informations, je sais que les données cadastrales, c'est moi qui les ai traitées en amont, que je suis un peu le garant et le gage de qualité justement de tout ce qui est diffusé dans les services publics, échelle locale, bien entendu. Donc il y a tout un travail de fond qui est mené, et c'est vrai que quand on voit que ça sert et qu'on se lève le matin en disant ça sert à ça, j'ai fait un projet, ça sert à ça, on est content. On dit que on s'est pas levé pour rien, d'une part. C'est ça qui est compliqué. Et puis moi c'est un boulot, je m'éclate dedans. Généralement ça se ressent quand j'en parle, mais et voilà, parce que ça change tous les jours. Et puis t'es bien passé pour le savoir aussi. Ça évolue tellement, il y a tellement de choses à apprendre. On pourrait faire ça tout le temps, mais voilà, il y a aussi, il faut arriver à se cadrer, à se canaliser sur certains aspects. Mais voilà. Donc un CRIJ, ça fait tout un peu. Ça fait des animations de réunion sur des sujets très thématiques. Tu parlais des ETL tout à l'heure. La dernière en date, qui a réuni 90 personnes en présentiel, c'était le 25 novembre dernier. On a abordé tout un peu l'écosystème ETL. Alors, la majorité en tout cas, pour essayer de montrer tout ce qui était possible, tout ce qu'il y avait aujourd'hui, les différents modèles économiques derrière tel ou tel logiciel, les différentes manières de faire. Et donc là, on va aller piocher, on va aller chercher à droite, à gauche, où les intervenants. Alors, toi, t'étais pas dispo du coup, mais t'étais prévu dans le programme. Mais voilà, ça vient aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait pas tout faire, mais par contre, on sait s'entourer des bonnes personnes qui, elles, ont l'expertise, la connaissance et qui rapidement vont aller à l'essentiel. Et aussi cette facilité de mettre des gens qui n'ont pas tendance à se parler autour de la même table, privé, public, politique, parce que ils ont tous un sujet commun. Ils sont jamais des fois trop posé la question en se disant mais peut-être que le voisin fait la même chose, on ne sait pas, et plutôt que ça coûte cher pour tout le monde, ça sera moins cher cher par personne, ça sera moins cher pour l'ensemble. Collectivité. Ouais. C'est ce qu'on appelle la mutualisation, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, si on est une collectivité et qu'on veut être accompagné par vous ou participer à vos journées, comment ça se passe concrètement ? Alors aujourd'hui, on a un modèle économique. Alors il a changé il y a 5 ans. Avant, c'était du 100% subvention par des grandes instances. Et on a dû changer il y a 5 ans ce modèle. Donc on est sur un modèle d'adhésion annuel en fonction du type de structure et en fonction du nombre de salariés dans les structures, selon. Et en gros, tu as une clé de répartition aussi à l'habitant. Alors surtout pour les comités de communes, comités d'agglo, métropole, département. Région aussi, l'adhésion c'est en fonction, c'est une clé de répartition avec un seuil plancher plafond, et ça donne ça donne accès à l'ensemble des services que le CRIJ propose. Alors c'est ça, après c'est dans les services qu'on propose, il y a ce qu'on appelle des missions de base, des missions socles, d'accompagnement, de hotline, que ce soit par téléphone, par mail. Et j'ai souvent tendance à dire, les gens croient qu'on est une armée de Mexicains de 50 personnes, mais en fait non, on est 6. Donc quand les gens appellent, et là je le dis à la caméra, vous avez une chance sur 2 de tomber sur moi. Si c'est pas moi, ça sera Luc. Voilà, donc sur le côté technique, et après on redispatche en interne. Mais il y a vraiment cette proximité qu'on tient à garder, donc cette hotline, on apportera une réponse, quoi qu'il en soit, rapide ou un peu plus longue, si on n'a pas forcément la réponse, mais on apportera une réponse là-dessus. Ça veut Il y a dire l'accès à certaines données, il y a...
Oui, Je te coupe juste sur ce point-là. Ça veut dire que très concrètement, si demain je travaille pour une commune, ma commune est adhérente au CRIJ, j'ai un projet d'automatisation, je veux mettre un ETL en place, je ne sais pas trop comment faire, j'ai besoin de conseils, je peux appeler le CRIJ et j'ai une chance sur deux de tomber sur toi et je peux te dire, bah voilà, nous on a ça, on veut ça et tu vas pouvoir guider, proposer quelque chose. c'est ça. Alors, on va pas faire un devis avec une presta, parce que c'est pas Ouais, notre rôle, hein, on évidemment, n'est ouais. pas privé. Et Mm, puis, il faut qu'on fasse aussi attention au champ concurrentiel, hein, il y a une limite à pas franchir. mm, Après, on peut fournir quelques services complémentaires, mettre en place un projet. Généralement, on accompagnera, on fera un peu état de l'art de ce qu'il y a. Surtout, on va aller analyser le besoin de la personne en question pour savoir si on peut y répondre dans le cas des missions en socle, ou au contraire, ça passera par un accompagnement plus personnalisé. Et si on sait pas faire, après, c'est pas qu'on botte en touche, mais on relaie vers mm. des organismes de confiance avec lesquels on travaille, qu'on connaît, de renommée, qui sont bons. Et après, là, ça nous appartient plus. Ouais, C'est-à-dire qu'on va pas non ok. plus cibler en disant tiens, va vers un tel parce que Ouais. on le connaît, etc. Il n'y a pas forcément de lobbying derrière, mais on va justement pas forcément cibler parce que c'est pas l'idée, hein. Mm. Il y a beaucoup de privés qui tournent autour sur les thématiques, donc on va proposer une gamme de personnes qu'on connaît de près ou de loin, dont on sait que le travail est très bien. Et puis après, c'est eux qui iront vers eux. Généralement, après, on passe là dans de l'accompagnement. C'est-à-dire on est garant voilà, du montage du marché, du projet. Et puis on leur dit, bah oui, allez-y, ça c'est bon, ça c'est bon. Euh, mais après, c'est la collectivité, la commune ou le PCI qui garde la main là-dessus, sachant que nous, c'est ça qu'on cherche aussi. Et c'est pour ça qu'on fait le plus possible de logiciels libres quand on peut. On essaie de faire monter les gens en compétences. Ça se voit pas trop, les gens s'en aperçoivent pas directement, mais on ne garde pas toute l'info chez nous. C'est-à-dire que derrière, on fait monter en compétences les agents, les collectivités, les adhérents sur la compétence technique, sur la connaissance, pour que derrière ils soient autonomes. Alors nous on sera en support, mais l'idée c'est que voilà, on va pas leur mettre des menottes en disant il faut absolument passer par le CRIJ tout le temps et vous êtes dépendant du CRIJ, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait que ce soit nous ou d'autres, hein. Mm. Donc il faut que les gens puissent savoir le faire au maximum sans nous. Et ça arrive, hein, il y a des communes qui nous appellent, qui ont installé un QGIS, qui ont deux, trois données de gestion de réseau, et bon ils ont passé 2 heures à essayer de faire une requête pour une étiquette. Je leur Mm. dis appelez. Mm. Donc ils appellent, c'est fait en 5 minutes, et puis ils ont gagné 2 heures. Ouais. Et derrière l'étiquette, ils savent la faire en plus de ça. Donc après, Mm. voilà, ça passe à autre chose. Donc c'est Ouais. des petits trucs comme ça. C'est vrai que les gens ont tendance à pas oser nous appeler parce qu'ils souvent ils nous disent ah on va pas vous déranger pour Ouais. ça. Bah si, c'est notre métier. Ouais. Donc appelez au contraire. Nous on Mm. voit que derrière ça sert justement et nous ça nous conforte dans l'idée de conserver ce service. Mm. Donc on essaie de faire passer ce message. Après sur la partie autre de nos actions, il y a tout ce qui est réseautage, animation, mise en place de réunions techniques. Le plus dur, c'est de trouver le sujet d'accroche ou un sujet d'actualité et de faire venir des gens ou de le faire en visio. Ça, alors moi, j'ai tendance à faire comme avant maintenant, c'est-à-dire je veux faire venir les gens en présentiel, mais pour les faire venir, faut pas qu'ils viennent pour un quart d'heure. Mon objectif à chaque fois, c'est de faire venir un maximum de monde pour garder l'audience toute la journée sur un sujet porteur ou d'actualité qui intéresse le plus de monde possible, avec des intervenants de qualité. Donc c'est pour ça que ça, en plus, c'est une action, on va dire, régionale CRIJ. Donc souvent on me dit, ah mais nous on est à Paris, nous on est à Nantes, nous on est à machin, est-ce qu'on peut participer en visio, etc. J'aimerais dire oui à tout le monde, mais on peut pas. Après nous on mène des actions locales. Selon les sujets, on répond à nos besoins au niveau des adhérents. Alors, rien n'empêche un autre CRIJ de le lancer Mm. dans sa région, hein, bien entendu. C'est pas non plus pour m'opposer à d'autres CRIJ, loin de là. C'est que chaque CRIJ va avoir on va dire, ses leviers d'action. Nous, il est là-dessus, donc on voit que c'est un sujet porteur. C'est arrivé à l'époque, on l'avait fait avec le CEREMA sur la qualité des données, on a fait des visios, des ateliers techniques à l'échelle nationale. Alors ça avait marché du feu de Dieu. C'était avec Mathieu Ragérisson. Et du coup, ce genre de formule aussi marche très bien. Du moment où on arrive à trouver le sujet et à monter quelque chose de bien carré,
Euh, Ça, on arrive à le mettre en place. Et maintenant, nous, c'est devenu quelque chose de facile parce qu'on sait faire. Voilà, c'est une méthode de mise en place. Donc, c'est des petits challenges chaque année qu'on se lance sur certains sujets. Le côté visio, on peut le faire sur des sujets, en ce moment c'est sur les OLD par exemple, ça c'est très stratégique, politique, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. On y va un peu naïvement des fois sur certains sujets, il faut le dire, mais en même temps on joue notre rôle. C'est-à-dire qu'on va essayer un peu de pousser, pas dans les retranchements, c'est pas forcément le mot, mais de dire que nous on est là aussi pour accompagner. On fera pas tout, parce Mhm. que là c'est réglementaire, c'est thématique, c'est technique. On peut pas tout faire, une équipe de 6, il faut le savoir, mais par contre on va aller travailler avec tout le monde. Et on va essayer de dégrossir pour amener un peu tout ce système-là vers des thématiques d'enjeu. Ça peut l'être, enfin, ça l'a été sur l'urbanisme. Aujourd'hui, il y a le géoportail de l'urbanisme qui marche, qui est très bien, qui continue à vivre en parallèle. Mais de base, c'est passé par le pôle métier urbanisme historique du CRIGE. Mhm. C'était monté là-dessus depuis 2007. Donc Mhm. Ouais. c'est pas tout jeune, mais voilà, il y a différents niveaux et après bon bah là au niveau technique pur, on fait pas de formation, c'est-à-dire qu'on fait de la formation pour nos adhérents Ouais. qui sera ciblée. Par exemple, formation sur plugin cadastre ou de QGIS. Je dis ça au hasard parce que ça c'est le truc qu'on fait régulièrement. Mhm. On va prendre 2-3 heures et puis une petite visio à nos adhérents pour expliquer comment ça fonctionne, Mhm. comment on intègre les données, etc. On n'ira pas dans l'utilisation poussée parce qu'en termes de données, c'est données sensibles, donc là ça appartient à nos adhérents de s'en servir. Ouais. Après, ça peut être des petits modules. Tu disais le moduleur graphique. On pourrait faire une petite formation de 2 heures de prise en main du moduleur graphique pour nos adhérents. Encore une fois, ça sera ciblé sur nos Ouais. adhérents. On va pas le Ouais. faire à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui proposent des formations dédiées. On va pas se remplacer à Mhm. ça. Donc, puis c'est pas vraiment une formation, c'est un accompagnement, on va dire ciblé. Voilà, Mhm. on va faire des petits trucs comme ça. Là, j'ai pris des exemples sur QGIS, mais ça peut l'être sur d'autres outils, du GEDAL, OGR, voilà, des choses très spécifique. Encore une fois, il faut que ça réponde à un besoin. On fait pas ça parce que c'est sympa et qu'on savait pas quoi faire notre journée. Généralement, on stocke en amont toutes les demandes qu'on a par mail, tous les retours, tous les ah tiens, ça serait bien qu'un jour vous fassiez ça. Ouais, oui. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, on dit bon là on en a quelques-uns, on va Mhm. peut-être lancer quelque chose et puis Ouais. on voit si ça marche. C'est le Et meilleur puis moyen de trouver des idées sur les sujets à proposer, c'est de récolter toutes les questions qui reviennent régulièrement et se dire, bon, bah, s'il y a tant de personnes qui se posent ces questions-là, c'est que logiquement, il y en a encore plus et qu'on risque de cocher la bonne case en proposant le sujet. c'est ça. Puis faut oser des fois, il faut oser prendre un peu de risque. Alors c'est du risque calculé, mais faut oser proposer des choses un peu originales pour voir si ça va marcher. Des fois on est surpris, des fois un peu moins, mais globalement, au CRIJ, on a rarement annulé des réunions parce que ça marchait pas. Généralement on les Hmm. décale ou on change un peu la formule, Hmm. mais, c'est vrai qu'on arrive à faire ça de manière intelligente et ouais, du risque calculé, c'est ça. On tente et puis bon, bah, c'est pas grave s'il n'y a pas non plus 100 personnes à chaque fois. Hmm. Faut pas se leurrer. Hmm. Mais au moins on sait si on a pu quand même répondre à quelques adhérents, quelques personnes qui avaient des questionnements et qui se sont dit bah oui ça c'est pas mal, le contrat est rempli. Voilà. Ouais. En termes d'investissement par rapport à ce qu'on met derrière, Ouais. c'est pour nous c'est maintenant c'est facile. Vous avez une plateforme aussi sur laquelle on peut télécharger de la donnée? Oui, alors bon, cette plateforme, elle a été transférée à la région il y a 5 ans D'accord. officiellement. Nous, on a, on va dire, un embryon de cette plateforme qui sert surtout à des prototypes et des projets métiers. D'accord. On a quelques données qui sont pas forcément à jour. Il y a aussi maintenant la géoplateforme de l'IGN Ouais. qui est déjà répond aussi à un grand nombre de services là-dessus. Nous, on a la capacité de justement rajouter de la donnée à la demande pour être utilisé dans des projets, des prototypes. Ouais. Donc on a des installs souples, rapides et efficaces. On va dire, je sors la partie directive Inspire qui impose les métadonnées, etc., qui après sont moissonnées. Alors on peut faire ça aussi, hein, parce qu'après ça remonterait sur DataGouv et par Hmm. système de moissonnage sur toutes les plateformes. Mais on a de quoi supporter une diffusion et répondre à des projets qu'on voudrait monter. Ouais. Ça marche bien. On va dire c'est des choses qu'on a là sur cette année, même l'année dernière on a pas mal mis en place sur diverses thématiques.
portail Citizen Climate, par exemple, où il y a une partie éditoriale sur du WordPress et derrière, il y a un côté carto sur du MViewer, d'ailleurs, qui est du web libre aussi. On a du Lizmap aussi intégré de notre côté. Enfin, voilà, on essaie de s'entourer de plein de technos qui fonctionnent, qui sont légères et qui permettent de donner plusieurs niveaux de, on va dire de réflexion et surtout qui répondent à différents niveaux plus ou moins importants. Et puis sur la partie diffusion, ça reste de la diffusion simple. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque tout le monde est équipé déjà d'un portail. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où le CRIJ s'est monté, enfin où les CRIJ se sont montés, la directive Inspire venait de sortir, il fallait faire des métadonnées dans tous les sens, etc. Mais il faut pas oublier que c'est grâce à ces directives Inspire aujourd'hui qu'on fait du WMS, du WFS, qu'on arrive à faire du moissonnage. C'est ça qui a été mis en place avec cette directive. Toute cette partie diffusion de données, à l'époque, nous on remplissait ce rôle-là parce qu'on était le portail en PACA. Il y avait le portail en Occitanie, il y avait le portail en Aquitaine, Pigma, avec le JPET, l'Égérie, etc. Et le tout a été moissonné petit à petit sur DataGroove. Aujourd'hui, chaque structure est équipée de son propre petit portail. Et tant mieux, parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils sont montés en compétence depuis ces années, qu'ils savent le faire sans les CRIJ. Donc ça aussi, d'un côté, c'est une fierté des CRIJ de dire, on leur a montré comment on faisait. Maintenant, ils sont équipés, ils savent le faire, ils savent diffuser, et ils ont la main surtout sur leur cheminement. Ils passent plus par un tiers comme nous pour le faire. On les accompagne, on peut moissonner leur portail ou leur portail directement moissonné, donc visible sur les plateformes nationales. Donc là, c'est parfait. Et tout le monde peut utiliser les flux de données derrière dans des logiciels SIG tiers pour afficher des données à droite à gauche. Donc là, quand on voit que tout ça fonctionne, c'est génial. Donc après, la politique de la donnée, de dire j'ai tant de données sur mon portail et c'est génial, bon, ça a eu son temps. Aujourd'hui, il faut voir est-ce que ça sert vraiment. C'est surtout ça. Et surtout, c'est quoi la qualité de la donnée qu'il y a derrière. Interruption de 30 secondes dans cet épisode car j'ai un message à vous faire passer. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes géomaticien, vous devez absolument comprendre qu'il y a deux types de géomaticiens. Il y a ceux qui utilisent encore les outils de 2018 et ceux qui utilisent les outils du présent. Si vous vous demandez dans quelle catégorie vous êtes, j'ai créé un petit diagnostic. 8 questions, ça prend 2 minutes à remplir et à la fin, vous savez directement dans quelle catégorie vous tombez. Et si vous êtes dans la catégorie qui a encore pas mal de choses à apprendre, et bien ça tombe bien, il y a la formation l'IA pour les géomaticiens qui débarque, une tournée nationale, vous allez me voir voyager de ville en ville, donc n'hésitez pas, dans la description de cet épisode, vous retrouverez le lien pour pouvoir faire ce diagnostic et on se retrouve peut-être sur la route dans votre ville en formation. Et de suite, retour à l'épisode. Je pense que c'est un sujet sur lequel tu voulais venir. Mais justement, j'avais tu posé. me sens l'appel du pied là. Ouais. Justement, depuis tout à l'heure, tu parles de données, de production, de diffusion, et il y a un adjectif qui manque à cette donnée, c'est l'adjectif qualité. On parle beaucoup de qualité de la donnée. C'est quoi concrètement ? Il y a différents niveaux. Globalement, la qualité de la donnée, ça fait longtemps que ça existe, mais on n'a pas trop envie d'y aller parce que c'est compliqué à mettre en place. Ça a un coût, faut dire aussi, de mise en place et de gestion des moyens qu'il y a derrière. Et puis aussi, c'est un aveu de dire est-ce que finalement ce que je produis, c'est propre? Est-ce qu'on peut s'en servir? Et est-ce que ça va servir? Alors, c'est un peu du parti pris aussi. Enfin, il y a différents niveaux d'approche, mais il y a eu le gros mouvement Open Data là, qui est sorti il y a plusieurs années, qui est bien parce que ça a permis d'ouvrir d'un coup massivement plein de données qui étaient un peu cloisonnées dans des fonds de tiroirs, dans des portails un peu bridés. On ne sait pas trop quoi en faire, on avait peur de le mettre en avant. Aujourd'hui, c'est imposé, réglementairement parlant. Les données, services publics, je passe tous les détails, mais en gros, doit être, surtout si c'est financé en plus par de l'argent public, sont de fait en open data et derrière ouverte. Alors, après, il y a la donnée géographique, mais pas que. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que tu peux avoir les délibérations du conseil municipal, c'est une donnée open data qui est ouverte, qui est sur un portail. Et puis tu as je prends les données hygiène qui ont été ouvertes il y a peu de temps, les données vectorielles surtout, elles sont ouvertes alors qu'avant c'était payant. Donc pour les géomaticiens qui arrivent aujourd'hui, on dit ouais c'est gratuit, c'est génial. Ouais, mais à l'époque quand les crises ont été montées, c'était en partie pour mutualiser les coûts d'achat de ces données qui étaient payantes et qu'en plus on devait recéter parce que bon, je les aime bien l'hygiène, je pense qu'ils m'aiment bien aussi, en tout cas
l'équipe en PACA, on se connaît très bien, mais il faut se dire, c'est pas parce que c'est un gros producteur de données qui sort des données que pour autant, il faut y aller les yeux fermés. Alors là, les gens vont dire, quoi, il a osé dire ça? Ben oui, mais c'est ça pour l'IGN comme pour les autres, même comme le CRIJ. C'est-à-dire, l'erreur est humaine et donc il peut y avoir des trous dans la raquette. Donc il fallait quand même vérifier, ne serait-ce que est-ce qu'il y a tous les fichiers, est-ce qu'ils s'appellent pareil, est-ce qu'ils sont dans la bonne projection, des trucs tout simples et méchants, tout simples et bateaux, mais rien que ça, c'est du contrôle qualité. Après, la qualité en soi, c'est une norme, hein, la norme ISO 19157, qui vérifie plein de critères qualité, mais comme je disais tout à l'heure, à mettre en place, bah, c'est pas simple. Donc on avait fait à l'époque là ces fameux ateliers euh, de, de, on va dire, de vulgarisation de ce que c'est que la qualité des données géographiques. Nous, on est centralisé là-dessus côté CRIJ, et accessoirement, moi je suis le co-animateur, donc je disais tout à l'heure avec l'IGN, du groupe de travail qui s'appelle CadeauGéo, qualité des données géographiques, au niveau du CNIJ. Donc on se réunit tous les 3 mois à peu près, et on fait état de, on va dire, là on en est sur d'expliquer ce que font les producteurs de données, les grands producteurs de données aujourd'hui en termes de qualité, pour déjà faire connaître ce principe-là, de vérifier ses propres données. Ensuite, tu as la qualité côté utilisateur. C'est-à-dire qu'on va récupérer une donnée, mais maintenant, est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés? Donc, ce que je disais, hein, quand on dit, oh, bah, c'est l'hygiène, c'est bon, j'y vais. Ben, pas forcément. Après, je peux en prendre d'autres, hein, de producteurs, mais Tu utilises le quels outils BRGM, tu prends. pour vérifier une donnée, que ce Bah, soit le il y en BRGM, a plein. l'IGN ouais. Ben, en fait, il y a généralement, c'est des outils maison, c'est du petit script, c'est-à-dire qu'on va vérifier tout simplement la complétude de la donnée. On va alors avec du Python, avec du OGR, du GDAL si c'est du raster, vérifier que ça répond à la bonne emprise, que ça soit la bonne projection, que voilà, des trucs tout simples. Après, pour aller à l'intérieur de la donnée, on va vérifier si tous les champs sont remplis, si la thématique est bien cohérente. Donc là, on va aller comparer ça avec des listes de valeurs qui sont censées être à l'intérieur. Est-ce qu'on ne sort pas des clous? La cohérence temporelle, est-ce qu'on est vraiment dans des dates qui sont cohérentes? Euh, et donc là, ça peut s'appuyer sur des ETL, alors type FME, type modeleur graphique, plein de choses comme ça. Pour la géométrie, bah, des outils basiques qu'il y a dans QGIS, hein, de vérifier la validité, de vérifier la géométrie. Tu l'as dans du PostGIS aussi, le STMake valide ou je Le sais plus lequel W4. exactement là. Enfin bon, il y en a, ouais voilà, il y en a plein, plein comme ça. Il y en a il y a pas longtemps là qui sont sortis, je crois que c'est Oslandia là qui a mis un article là-dessus sur la nouvelle version de PostGIS qui vérifie aussi la topologie. Mhm. Voilà, il y a plein de petits outils. C'est pour ça que l'importance de faire de la veille Ouais. permet aussi de se mettre à jour dessous ces petits trucs Ouais. nouveaux. Il y a OpenJump aussi qui est pas mal, un petit SIG open source qui fait bien les Il est pas choses. australien? Non. Alors non, justement, Je alors on m'a dit confonds. ça, moi je suis resté là-dessus parce qu'il y a un kangourou, Ouais. mais Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un Congo. ouais c'est ça, il y a un kangourou, mais c'est pas du tout australien. Ok. Je sais plus quel pays, mais j'ai plus retenu, mais je sais que ce n'est pas australien. Ouais, Voilà, je sais c'est pas un pourquoi je mythe pense qui que tombe pour ça se moi. trouve c'est toi qui m'a à un moment donné Il y a de fortes chances. Ouais, ouais. Ben voilà, tu vois, tu as fait confiance à quelqu'un du CRIJ parce qu'il a vu voilà, un la kangourou qualité de la australien, donnée. bah exactement, la qualité du discours, des fois, elle n'est pas celle qu'elle est. Mais non, non, voilà, la qualité de la donnée, c'est quand même Ouais. assez particulier. Hmm. On le met pas tous en place, hein, faut dire ce qui est, parce que c'est du temps. Ouais. C'est du temps, pas machine, ça se fait tout seul, on va dire, mais il faut vraiment mettre en place quelque chose. Alors, les gens le font. Je sais que Métropole de Lyon l'avait fait sur les contrôles sur le PCRS, par exemple, à la suite des webinaires qu'on avait fait. Et on l'avait fait venir dans le groupe CadeauGéo Ok. pour qu'on nous explique s'il avait mis en place. Ça, par exemple, voilà, pour nous, le rôle est parfait Hmm. parce qu'on a expliqué quelque chose, quelqu'un l'a appris, l'a mis en place, et derrière, il va nous montrer ce que c'était Ouais. et comment ils l'ont fait. Donc ça, c'était Hmm. génial. Donc on sait que ça marche. Si tu Ouais. veux, c'est ça aussi pour nous. Hmm. C'est un gage de qualité, de savoir ce qu'on propose fonctionne et que ça sert à des gens. Ouais. Mais ce contrôle qualité aujourd'hui, il n'est pas forcément mis en place. Donc quand tu récupères de la donnée sur différents portails, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça répond à mes besoins déjà? Hmm. Hmm. Et si je le récupère, qu'est-ce qu'il y a dedans qui pourrait bloquer dans mes analyses? Parce que c'est exponentiel cette erreur. Si dès le départ, tu as, un verre dans la pomme, bah, en bout de course, en bout de chaîne, ton erreur, elle ne sera que plus grande. Hmm. Donc, au mieux tu contrôles dès le début, au mieux c'est sur la fin sur tes analyses. Sinon, bah, il faut tout reprendre. D'où l'intérêt d'automatiser pour éviter de tout reprendre à chaque fois. Bref.
Mais ça, aujourd'hui, on a plein de données qui existent sur plein de portails. Et quand tu regardes les stats de téléchargement, c'est ça qui est drôle, des fois je m'amuse, et qu'on voit 0 téléchargement pour une centaine de jeux de données, parce que soit c'est pas intéressant, soit on s'en fout un peu, soit ça n'a pas de raison d'être là. Est-ce que du coup on fait du chiffre, ou est-ce que vaut mieux mettre des données intéressantes pour lesquelles en plus on va contrôler les choses derrière. Mm. Donc pour ça que nous, notre portail, si tu veux, on a moins de données que les autres. Par contre, derrière, on sait que ce qu'on diffuse, c'est correct. Mm. Je ne vais pas dire c'est 100%, enfin voilà, après Ouais. c'est subjectif, mais, Mm. mais on est garant de ce qu'on diffuse, c'est surtout ça. Donc Ok. quand les gens nous appellent sur une donnée qui n'est pas forcément la nôtre, on sait expliquer toute la généalogie, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué. Typiquement, une photo aérienne, la résolution, l'année de prise de vue, à quelle date, quelle heure, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, l'emprise. Voilà, tout ce cheminement-là, Mm. on arrive on le maîtrise, on sait l'expliquer. Et il faut savoir aussi dire quand on ne sait pas. Il y a ça aussi. Ok, très clair. Donc du coup, tu formes, tu accompagnes, tu transmets notamment auprès des adhérents. Est-ce qu'il y a des sujets, des erreurs que tu vois faites fréquemment, régulièrement par les utilisateurs de la donnée que tu vois qui revient régulièrement et sur lesquels tu as tendance à accompagner régulièrement? Des erreurs, non, pas tant que ça, parce qu'en fait, ceux qu'on accompagne, généralement, ils connaissent le SIG. Ça sera plus sur la méthode de mise en place, ou ça sera plus du conseil là-dessus, de la méthode de mise en place qu'une erreur. L'erreur, ils vont s'en apercevoir sans nous. Ils vont bien s'apercevoir que ça marche pas, ou il y a un point de blocage. Donc oui, des fois, ça arrive dans un support où on a, voilà, là on fait ça, on comprend pas, ça marche pas. Et à l'inverse, des fois, on nous pose pas la question, où les gens nous disent, pendant un mois, j'ai- ça marchait pas, mais j'ai enfin compris, machin, etc. Parce qu'il y a quand même une envie, c'est là où on voit que le côté technique des gens qui mettent la main dedans, et puis c'est un peu comme moi, et je pense comme toi, tu as envie de savoir pourquoi ça marche pas, et tu as envie de trouver la solution. Mm. Donc tu as une certaine fierté à pas demander aux autres. C'est-à-dire que quand c'est un peu ton taf et que tu as le temps, tu vas Ouais. dire, bon, j'ai le temps de trouver, je vais aller chercher. Alors que des Mm. fois, ça arrive, on a des élus ou des présidents de structure qui nous appellent parce que des fois, le président d'une petite structure, il fait le café, comme il répond au téléphone, il gère la partie administrative, puis il fait un peu de QGIS. Mm. Mais il n'a pas le temps à passer un mois sur un truc Eh QGIS. oui. C'est arrivé là cette semaine d'ailleurs, pour une jointure topologique entre deux couches. Et il commençait à faire ça à la main et il m'a dit, mais je pense que ça va être très long et qu'il y a moyen de faire ça de manière automatique. Et je lui ai dit, bah oui, c'est tout l'intérêt d'avoir un SIG, Mm. c'est que ça se fait tout seul. Ouais. Donc là, oui, j'ai pris la main, je lui ai expliqué, je lui ai montré comment ça se faisait. Mm. Et en gros, en 3 clics, c'était réglé. Ouais. Et il m'a dit, ah, mais c'est génial, et hop, voilà, il a gagné sa journée. Enfin, au contraire, il n'a pas perdu sa journée à Ouais. faire un truc qui pour lui reste qu'un petit outil dans son Mm. métier. Après, le sigiste qui, lui, c'est son taf de se trouver ça, il va aller traîner sur des forums, il va aller regarder des discussions à droite à gauche, il va aller chercher sur Internet, voire maintenant poser la question à une IA, mais derrière, toujours avec ce côté, est-ce que ce qu'elle va me répondre, c'est de qualité? Bref, pour Mm. faire le pendant avec la discussion d'avant, Mm. mais Ouais. aujourd'hui, on va plutôt aller là-dessus, et ça dépend de la personne qui va s'en charger. Donc il peut y avoir tous les cas de figure, mais globalement les gens arrivent à trouver tout seuls. Et les sigistes en eux-mêmes, c'est quand même assez, c'est pas régulier, hein, on n'a pas souvent de support là-dessus parce que ils ont envie de trouver, et tant mieux, hein, tant mieux s'ils Mm. arrivent à trouver tout seul parce que une fois qu'ils l'ont trouvé, ils y reviendront pas. C'est quelque chose qui est Mm. acquis, quoi. Ouais. Que nous on a peut-être la réponse, mais c'est vrai que derrière c'est mieux si eux ils savent le faire. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que dans la méthode d'apprentissage, souvent quand on a cherché par soi-même, qu'on a un peu galéré et qu'on a enfin trouvé, on a tendance à plus facilement retenir la démarche plutôt que quand ça nous est pondu directement. Très bien. Comment est-ce que tu vois, toi, nos métiers de géomaticien ou même les SIG, si on prend un peu plus de distance, à moyen terme, donc je dirais dans 3-5 ans, donc on n'est pas trop loin dans le futur et on n'est pas non plus en 2026 ou 2027, mais voilà, à 3-5 ans, qu'est-ce qui, selon toi, va changer ou qu'est-ce qui pourrait changer dans notre métier si tu imagines qu'il va y avoir du changement?
Comme ils disent à Miss France, merci pour cette question, Jean-Pierre. Euh, non, c'est compliqué à répondre parce que déjà en 15 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Euh, donc, le métier même aujourd'hui de géomaticien, le mot géomaticien, je sais pas s'il a encore de l'importance aujourd'hui et si vraiment il veut dire quelque chose. Demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un géomaticien? C'est comme quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie. Si tu Hmm, lui réponds géomaticien, t'es parti pour 20 minutes. hmm. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers parallèles là qui sont sortis, les data analystes, les géodata, je sais pas quoi, le administrateur base de données, bon, admettons, mais maintenant on a tendance à passer sur un peu de l'anglicisme aussi. Mais il y a Hmm. plein de métiers parallèles qui finalement restent autour de la géomatique. Mhm. C'est juste qu'on a une entrée plus informatique, plus thématique, plus analyse de données ou base Ouais. de données. Mais globalement, on est dans cet écosystème-là. Et tout est régi par l'informatique. Donc aujourd'hui, c'est surtout là-dessus, côté informatique, qu'est-ce qui change? Ben, c'est l'IA. D'un point de vue personnel, et vraiment, c'est pas que ça me fait peur, c'est que pour moi, j'attends que les taux se resserrent. On est parti, on est dans l'entonnoir là, c'est-à-dire où il y a tout qui arrive dans tous les sens. Alors en plus, je te dis ça à toi qui toi est spécialiste en IA, mais on en a dans tous les sens qui arrivent, du Mistral, du Claude, du ChatGPT, du version 4, je sais pas combien on est. Aujourd'hui, moi, en l'état, ça m'intéresse pas trop parce qu'il y en a tellement dans tous les sens. Déjà, j'ai pas le temps d'aller creuser un métier qui est pas le mien. Je teste, hein. Faut pas croire que je mets pas les mains dedans, hein. Je suis pas réfractaire, mais ça reste des trucs très simples. Je pose une question, mais j'aime toujours trouver par moi-même. Euh, Cas inverse de la journée ETL, pour préparer ma présentation, pour une histoire d'un tiré, c'est lui qui m'a trouvé la solution. Mais après 3 semaines de recherche infructueuse, il m'a dit, ah, ben, c'est Hmm. normal, ton tiré, en fait, en copier-coller, il n'est pas interprété pareil. Hmm. Je les avais là, hein. Mais bon, en même Hmm. temps, c'est la réalité du terrain. C'est comme ça que ça marche. C'est rapide, c'est efficace, faut le dire. Mais pour moi, c'est pas encore bien ficelé. Donc j'attends, ouais, justement, c'est ce que tu dis en 3 5 ans. À mon avis, il en restera quelques-uns qui, eux, vont vraiment fonctionner. On va voir ce que ça utilise comme ressources. On va voir ce que ça implique derrière en termes de coûts. Et si on n'est pas trop dépendant de ces choses-là. Parce que c'est comme tout, hein. Demain, tu éteins le GPS, il n'y a plus de GPS. Alors, t'en as d'autres, hein, qui tournent. Mais des fois, ça tient à pas grand-chose. Hmm. Tu coupes le courant, bah oui, bah, t'as une voiture électrique, tu fais comment? Bon, Hmm. vraiment, Hmm. Ouais. j'enfonce des portes ouvertes, hein, Ouais. attention, hein, c'est des débats à part entière, tout ça. Hmm. Mais dans le cas du SIG, finalement, l'IA, ça apporte quoi? Ça accélère de ce qu'on appelle la modélisation, qui existe déjà depuis des années. Donc ça va aller plus vite, ça va aller rechercher l'info plus vite. Mais il faut des méga ordi aussi pour faire tourner. Donc à l'échelle, si tu veux, d'un CRIJ ou d'une structure publique, je pense qu'en l'état, là, on a encore de l'avenir sur nos métiers. Ça ne va pas le remplacer, hein, le géomaticien ou comment il s'appelle. Il faudra toujours cette vérification. On ne peut pas tout mettre dans les mains de l'informatique. Et puis il y a des données sensibles, hein, qui transitent. Donc ça, c'est le gros problème, hein, là, si les cyberattaques, en ce moment, ça y va. Mais la cybersécurité, la sécurité des données, ça, il faut garder la main là-dessus. Donc je te dirais bien, oui, on va aller vers la cybersécurité et encore, c'est un métier à part. Mais sur le côté SIG, ça sera du global, c'est-à-dire qu'on va un peu toucher à tout, comme tout géomaticien Encore plus actuel. que encore plus qu'aujourd'hui. Encore plus. Ouais, ce qui sera compliqué, c'est de faire de la veille et on va dire, d'être à la page de ce qui se fait. Mais les nouveaux qui sortent des formations, eux le sont. Hmm. Et peut-être ce qui va manquer, c'est que ceux qui sortent aujourd'hui de formation n'ont pas l'historique que nous on a de l'époque. Hmm. Je sais pas moi, d'expliquer quelque chose en climatologie, comment ça fonctionne, d'expliquer le côté géomorphologie, des Hmm. trucs un peu de culture G qui vont enfin, qui vont amener ce côté connaissance générale de la partie SIG pure, quoi, géomatique. Hmm. Euh, non, à 3 5 ans, il y aura pas, à mon sens, hein, il y aura pas de grande révolution dans le SIG. Ok. Sur les logiciels, ça évolue constamment, tout le monde est bien en place. Sur la partie compétences, peut-être que là, c'est là où les gens vont aller chercher d'autres compétences Mhm. complémentaires sur de l'IA ou autre, pour eux avoir plusieurs cordes à leur arc. Euh, Après, tout dépend de la structure dans laquelle tu travailles aussi Hmm. et comment tu vois ton avenir, parce que c'est vrai que tu es dans le privé et demain tu vas aller dans une autre boîte. On te dit on fait un peu du SIG, mais on va partir sur le côté thématique, on va mettre à profit
notre côté géomatique, mais pour autant, eux, ça sera quelque chose, il faudra pas perdre de temps. Donc, il faudra aller peut-être dans le côté automatisme, IA, Mm. pour vraiment aller plus vite sur cette partie-là, dégager du profit, du machin, ou comme dans du public, au contraire, un peu freiner des deux pieds parce que faut faire attention, faut maîtriser ses chaînes de Mm. traitement, maîtriser ses données, pour répondre à des services, du service public, hein, tout simplement, Mm. mais être sûr de ce qu'on maîtrise. Donc il y a différents niveaux, ça tiendra surtout plus au profil et au métier, aux structures dans lesquelles on va évoluer. Mm. Après, bah oui, quand tu vois tout ce qui traîne sur les réseaux, aux infos, les Tesla, les machins, les fusées qui décollent, oui, bah t'as quand même, c'est deux mondes à part, hein. T'as un président d'une structure qui t'appelle pour faire une jointure topo, et puis tu vois une fusée décoller, on te parle d'aller sur Mars. Et ça a toujours été. Mm. C'est comme ça que le monde est régi aujourd'hui. Mais Mm. et nous, notre rôle, il est là, c'est qu'on va pas aller demander de l'argent à Elon Musk. Par contre, on va répondre aux besoins de la petite structure qui, elle, est dans la panade parce qu'elle a un besoin opérationnel sur le terrain. Mm. Donc, il faut garder ce contact. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est garder ce contact avec les adhérents, cette proximité pour pouvoir rendre opérationnel leur métier. Et si on peut le faire grâce au SIG, tant mieux, à la géomatique. Ouais. Ouais, donc finalement, pas de révolution. Je pensais à, tu vois, là, j'ai dit dans 5 ans, donc 2031. Si on pense à nous, il y a 5 ans, allez, on va dire 6 ans pour arriver juste avant 2020, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens, par exemple, travaillent 2 jours à la maison. Genre de trucs Ouais, tout bêtes. Mais c'est vrai il y a 5-6 ans, on n'aurait pas du tout projeté ce genre de choses. Et des fois, ça peut être juste dans la façon de travailler où on se dira, bah, peut-être que dans 3-5 ans, on aura des masques de réalité augmentée. Ça paraît futuriste, mais dans nos métiers de la data et de la visualisation, il y a peut-être un monde où, dans 5 ans, en réalité, bosser en 3D, ça sera devenu un peu comme bosser à la maison 2 jours sur 5, où bah oui, c'est pratique, du coup, on le fait. C'est... ouais, peut-être. C'est vrai que, comme tu le dis, ce qui a changé là sur ces 5 dernières années, c'est la visio, surtout. Et c'est vrai que tu regardes il y a 6 ans, la visio existait, mais c'était réservé à une élite ou une strate, Ouais, vraiment. Enfin, c'était des trucs, tu vois. c'était un peu mal Aujourd'hui, vu. on parle de visio, en 2 clics, on te fait une visio. Et Ouais, pour les gens, c'est acquis. ouais, Covid est passé par là, bien entendu, mm, mais ouais, alors, ça a eu du bon et c'est un peu de moins bon. Ça, c'est pareil, hein. Les gens qui vont entendre ça, ils vont dire, ouais, ça y est, toujours, tout de suite. La visio, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace. La preuve en est, hein, on est en train de faire une visio, hein, l'air de rien. mm, Ça évite des coûts, ça te permet de gagner du temps, de l'avant, de l'après. Je me rappelle, j'allais à des réunions sur Paris pour faire des réunions CNIJ, justement, là, des groupes de travail. Bah, il fallait prendre le train de 5h30 le matin, de mm, Marseille-Paris, là, enfin, mm, ex-Paris. Donc, les 3 heures de train. Certes, tu pouvais travailler dedans, mais bon, c'est pas qualité bureau. Tu faisais ta réunion, tu rentrais, mais t'étais rincé. mm, Tu faisais 5h30 du matin à 21h le soir. mm, Mais pour tout le monde, ça allait, mm. parce qu'on n'avait pas trop le choix. Maintenant, la visio, c'est de 3 heures de chez toi, et en fait, opérationnel avant et opérationnel après. Ouais, Et tu as fait ta visio. Le seul problème, c'est que la visio, tu perds ce côté interactif avec les personnes. Enfin, ce mm, côté proximité avec les personnes. Et selon les sujets, c'est pour ça que là, pour les ETL du 25 novembre dernier, on a fait ça. Enfin, j'ai voulu garder ce format-là. J'ai voulu faire venir les gens, comme on le faisait il y a 10 ans au CRIJ, parce que les gens discutent. Les gens se retrouvent le midi autour d'une table, ouais, discutent de tout et de rien, et ça crée du réseau. C'est-à-dire que nous, on mm, a le nôtre de réseau, mais si les gens peuvent discuter entre eux, c'est que mieux. Et en ouais, plus de voir, de participer toute une journée. Donc c'est sûr qu'on va pas les faire venir pour 2 heures. On les fait mm, venir, c'est pour la journée entière, quitte à se déplacer. Et c'est là où on s'est dit, bah, il y a encore de la place pour nous là-dessus, c'est que bah, voilà, t'avais une centaine de personnes qui sont déplacées, en plus des intervenants qui ont fait l'effort aussi, il faut le préciser, de Brest, Nantes, Paris, et qui sont venus sur place pour présenter mm, leur, leur sujet, qui ont fait l'effort de venir. Donc c'est pour ça que souvent on me dit, ah, mais nous on peut pas venir. Je dis, oui, mais les gens font l'effort de se mm, déplacer, les intervenants, bah, la moindre des choses, c'est que vous mm, fassiez aussi. Donc après, nous, c'est pas qu'on veut brider absolument, c'est juste que nous, on répond à un besoin régional. Un autre CRIJ ou une autre région pourrait le mettre en place, ça mm. serait peut-être la même Ouais. problématique.
Mais il y a ce côté, voilà, ce côté interaction avec les gens, ce côté Mais ça, discussion un peu informelle ça, qui je pense, manque dans les visios. c'est aussi propre à toi. Tu vois, on le disait en intro, tu es quelqu'un qui est très réseau, tu aimes bien le contact, c'est toujours agréable de parler avec toi. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui en ont rien à faire de cette partie-là et qui sont en mode, moi, ce que je veux, c'est juste entendre ce discours-là parce que pour le coup, je me pose des questions et je veux entendre ça. Et le fait de devoir prendre le train, me déplacer, ça va m'empêcher. Mais je dis ça, mais par contre, on est d'accord que par rapport à ce que tu expliques là, ça a du sens de dire, bah voilà, le Krish, c'est aussi connecter des gens entre eux. Bah, c'est en faisant justement, en obligeant, faisant ce genre de journée-là, qu'on va créer ces connexions. Parce que Oui, il c'est y a ça. probablement des personnes qui, pour le coup, auraient choisi la visio, mais comme ils n'avaient pas le choix, sont venus, et je suis persuadé qu'à la fin, ils ne regrettent pas. Non, non, et puis après, enfin, l'idée c'est pas de le faire pour chaque réunion, hein, attention, hein, Hmm. peut-être qu'on me dira, ah, mais tu fais du présentiel tout le temps. Je fais non, non, c'est que certaines réunions se justifient en visio. Bah, ces Hmm. fameux allers-retours à Paris, hein, par exemple, oui, bah, en effet, ça évite des coûts, Ah, on sent de la ça t'a fatigue. marqué, hein. Non, parce que c'était l'exemple vraiment réel, parce que Ouais. quand enfin, ça a été mis en place côté CNIJ, bah, en fait, ça évite des coûts de Eh oui. train et des coûts de fatigue pour tout le monde. Et Eh donc oui. là, oui, ça, c'est voilà, typiquement quelque chose qui se justifie. Alors, sauf quand tu es dans une instance de présidence ou quoi, bah là, tu es un peu obligé d'aller sur place, Hmm. ce qui n'est pas mon cas. Mais du coup, pour d'autres, on a toujours, nous on les appelle les écureuils, qui s'inscrivent à des visios et qui participent qu'à moitié, c'est-à-dire que Hmm. l'écran est éteint tout le long, et puis quand on coupe la visio, ils sont toujours connectés, parce qu'en Aïe. fait, ils faisaient autre chose avant, mais par contre, ils veulent récupérer les supports. Ouais. Ouais, voilà, mais ça, Hmm. c'est bonne guerre, si tu veux, Hmm. on en rigole un peu après, mais Hmm. il faut savoir aussi pourquoi les gens veulent s'inscrire. C'est est-ce que parce qu'ils ont vu la lumière, ils sont curieux, et voilà, ou est-ce qu'ils sont participants actifs. Et on revient sur la qualité des interventions derrière aussi. C'est que faire une visio pour faire une visio, des fois, c'est pas utile. Autant décaler, avoir un contenu plus large, euh, ou sur des sujets particuliers où là, on attend un échange avec les intervenants aussi. Même si c'est en visio, on peut faire de l'échange, Hmm. attention, hein. Je dis pas qu'on peut pas parler entre nous. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Encore une fois, hein, c'est un point de vue un peu perso. Je suis totalement ouvert au débat là-dessus, mais c'est pas Hmm. quelque chose de nouveau, hein. J'ai Hmm. tendance à le dire déjà dans les différentes réunions, mon point de vue là-dessus. Mais c'est vrai que ça a changé, tu vois, en 5 ans, c'est quelque chose déjà qui a évolué. Donc, comme tu dis, Hmm. peut-être que dans 5 ans, ça sera avec des masques 3D ou des hologrammes ou je ne sais rien, hein. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y je a un sais pas. besoin aujourd'hui d'aller plus loin aujourd'hui? Je sais pas. Hmm. Euh, Peut-être un Ah, sondage qu'il pff, faudrait faire. C'est est-ce que ça convient aux gens aujourd'hui les visios? Est-ce qu'ils se sentent pas, hmm. comme tu disais, Après, hein, télétravail en parallèle? il y a Même peut-être moi, aussi hein, je un suis en sujet. télétravail 2 jours par semaine, mais j'aime bien aller au bureau. Il me Ouais. faut ce côté contact au bureau, même si on n'est que Hmm. 6. Hmm. Mais j'ai besoin d'échanger, tu vois, euh, oralement, face à face avec des gens, d'avoir tu vois, un contexte un peu bureau. Il y en a qui aiment pas, ou qui ça leur convient très bien de faire que de la visio, hein. Hmm. Et à l'inverse, il y en a qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de faire que du présentiel. Hmm. Mais globalement, il y Ouais. a de tout. Mais c'est vrai que ça a été un des gros changements. On n'est pas dans le SIG d'ailleurs, hein, Hmm. mais Ouais. c'est du travail pour tout le monde. Ouais. Hmm. Et même toi, hein, quand tu fais des formations, voilà. Une formation en visio, ça n'a pas la même Ben, saveur qu'une formation présentielle. on est d'accord. C'est le jour et la nuit. Et d'ailleurs, avant 2020, moi, je refusais les formations en visio. C'était quelque chose que je ne voulais pas faire. Pour moi, une formation, c'était du présentiel. Et puis, on a été obligé. On n'a pas eu le choix. On a fait. Et puis, on s'est rendu compte c'est vrai qu'il y avait un côté confort, hein, mine de rien, entre, comme tu dis, prendre le train tôt le matin ou alors la veille, passer plusieurs nuits à l'hôtel. Enfin, il y a quand même des avantages, enfin, des inconvénients à se déplacer, des avantages à rester au chaud à la maison. Mais il y a aussi un sujet de peut-être la compétence d'animation de visio. C'est-à-dire que mes premières formations que je faisais en visio versus celles que je fais aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on sait qu'une visio, sur une formation de 7 heures, donc de 9 heures à 17 heures, on sait que c'est pas possible pendant 7 heures de réussir à avoir l'attention de quelqu'un via un écran. C'est pas possible. La personne, il y a de fortes chances qu'elle ait son smartphone sous les yeux et que quand il y a la petite notification qui va pop, qu'elle va regarder, qu'elle va avoir la boîte mail qui va s'ouvrir, on va dire tiens, ah bah ça y est, il m'a enfin répondu, on le sait. Donc c'est aussi le devoir de l'animateur ou du formateur de s'assurer que la journée est rythmée, saccadée, qu'il y a des interactions. Alors ça peut être de la gamification, on parle pas mal de ça aujourd'hui en formation, des jeux de rôle, enfin s'assurer en fait pour rendre la journée ultra agréable en ligne, Mmh.
tout comme elle aurait été ultra agréable en présentiel parce qu'on mange ensemble, parce qu'on va pouvoir rigoler un peu avant, après. Et on peut monter en compétence sur cette sur cette animation de visio. Et je pensais à ça en me disant que je suis d'accord, là, évidemment que je préfère le présentiel, mais que la visio a tellement d'avantages que en faisant l'effort de réussir à rendre les visios agréables, on peut avoir, des fois avoir des réunions, des points faits en distanciel et où pour le coup on se dit waouh, trop bien, le fait que c'était en distanciel, on a pu faire ceci, cela, et c'est vrai que en présentiel on n'aurait pas pu, ça aurait pris trop de temps, ça aurait été compliqué. Donc, ouais. Oui, complètement. Après, encore une fois, là, ce que moi je raconte, c'est avec mon prisme Krish-Paka et échelle régionale. Après, Ouais. sur l'échelle nationale, où toi, pareil, tu as un rayonnement national, c'est vrai que là, il faut garder l'auditoire. Enfin, faut voir, faut garder les gens connectés. Comme tu dis, 7 heures en visio, c'est lourd. Mm. Si tu fais pas des pauses voilà, régulières, ou du moins t'apportes un côté un peu sympa, un peu Ouais. drôle, ouais, tu es très bien. Enfin, comme moi, quand je S'amuser. fais les moi, je mets toujours des blagues, hein, selon les Mm. sujets. Il y a besoin, sinon les gens, tu les tiens pas et ils Ouais. s'endorment un peu, ce qui est normal. On fait Ouais. pareil, hein. Ouais. Mais c'est ce qui manque peut-être, tu vois, dans les bancs de l'Assemblée. Hein. Mm. C'est pas assez drôle pour que les gens s'endorment pas. Bon, bref. Mais du coup, ce côté animation, oui. Bah, nous, dans les criges, hein, en général, je parle pas que pour le mien. Ça fait partie des compétences un peu demandées. Il y a toujours des animateurs. Mm. C'est pas des géos, hein, sans Club Med, mais des animateurs de réunion qui savent justement rebondir ou relancer des débats ou faire des choses. Et ça fait partie aussi de nos compétences dans les criges, d'arriver justement allumer la lumière pour tout le monde Mm. et qu'ils puissent se sentir un peu en sécurité et pas les piéger. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de leur faire sortir des trucs qu'ils n'auraient pas dit ailleurs, mais Mm. quoique, mais surtout de les faire participer Mm. et leur montrer Ouais. qu'ils ont leur place aussi comme tous les autres. Et Ouais. voilà. Ouais. Puis aussi, quand on est amené à animer régulièrement, pour ne pas avoir cette lassitude, moi je me dis tout le temps qu'il faut que je m'amuse, il faut que je m'éclate. Et si ma journée de formation, je sais que elle est promptée et que j'ai le support et que c'est le même et que ça va être les mêmes choses, il est où le fun? Au bout d'un moment, on est en mode ouais, bon, ça me saoule, j'ai pas envie de l'animer cette formation. Ah ouais, Donc il y a aussi il faut ce sujet l'interaction. de voilà, toujours créer quelque chose où on sait que ça j'aime bien ce moment, c'est le moment donné où je fais la référence à tel truc et je leur demande eux ce qu'ils en pensent et j'entends tout le temps des trucs un peu drôles, un peu loufoques, j'ai hâte et voilà, réussir à animer comme ça. Je te propose du coup de passer sur un petit jeu justement en parlant de Ah ben voilà, gamification. ça fait ce que je m'endormais, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Je sentais que tu étais en mode bon, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Le jeu s'appelle Mythe ou Réalité. C'est très simple. Je vais te poser quelques questions, 10 questions pour être très précis. Et j'attends une seule réponse, que tu me dis soit mythe, soit réalité, et il faut que tu répondes le plus vite possible. Ok? Ah, Donc, ok. est-ce que selon toi, donc ce sont surtout, alors pardon, j'ai dit questions, mais ce sont des affirmations. Je te donne une affirmation et tu me dis mythe ou réalité. Est-ce que c'est clair pour toi? Sans justification. On a droit, si tu veux, on peut Ouais, on après, verra. on peut débattre verra. là-dessus, mais l'idée c'est d'essayer de pas trop Ouais. réfléchir d'instinct ce que toi tu dirais en fait. Ok? Ok. La qualité de la donnée, c'est surtout un sujet technique. Mythe ou réalité? Oui, d'accord. Réalité. Ouais. Le cadastre est une donnée fiable par défaut. Mythe ou réalité? Mythe. Celle-là, j'espérais décrocher à sourire sur ça. Plus une donnée est utilisée, plus elle est forcément bonne. Mythe. Alors, précision. Faut voir ce qu'on met derrière le mot bonne. Ouais, alors là, bonne dans le sens... ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est bonne dans le sens elle est de qualité ou est-ce qu'elle est bonne dans le sens où elle plaît? C'est ça? Mythe. Ouais, Et mythe parce que s'il y a que ça, t'as pas le choix. ah oui, ouais, on est d'accord. Les collectivités sont aujourd'hui matures sur le SIG. En réalité. Ouais. Ouais. Open data rime toujours avec données exploitables. Mythe.
La diffusion de données est plus simple que leur production. En réalité. Ah, j'étais curieux d'avoir ton avis dessus, mais ouais. Le SIG est devenu un outil grand public. Il n'y a pas un truc au milieu, là, genre 0 ou la réponse D, là Ah non, sinon c'est trop facile. je dirais... Vas-y, redis-moi la question. Le SIG est devenu un outil grand public. Non, mythe. Mythe ? Ah ouais. Ouais. Alors, je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Comment ne pas le balancer, mais... Bon, bon, très clairement, c'est sûr qu'il ne regardera pas ce podcast parce qu'il ne parle pas français. Voilà. Comme ça, au moins, ça élimine. Mais c'est un géomaticien de formation. Et en fait, on parlait de notre travail. Il travaille en collectivité, à l'étranger du coup, pas en France. Et en fait, il me disait que, bah oui, mais en fait, nous, dans notre pays, tout le monde est géomaticien. C'est-à-dire, bah, on utilise vraiment tous des SIG, on a plein de plateformes, et ce qui est vrai en fait, il y a plein de plateformes web SIG où on peut désafficher des couches, et du coup il me disait, bah ouais, donc en fait finalement, on fait tous des SIG, on est tous géomaticiens, donc je comprends pas trop la valeur ajoutée du géomaticien. J'ai un peu bugué en mode, mais tu peux me rappeler un peu ce que tu fais, ta spécialité? Donc il y avait cet abus de langage où en mode, faire de la géomatique, c'est utiliser un outil des SIG, juste en gros afficher des couches et on est géomaticien. Bon, ça m'a suffisamment interpellé pour que ça me marque, que j'en reparle quelques années plus tard, mais ouais. Ça dépend ce que tu mets derrière SIG, c'est ça en fait, et comment les gens perçoivent ce que ça veut dire SIG. Mais c'est encore une fois, on revient à ce que tu fais dans la vie, quoi. Comment expliquer Ouais. L'IA va régler les problèmes de qualité de données. Ah. Il n'y a pas d'entre-deux, mais je vais mettre, allez, pour donner du grain à moudre, je vais mettre réalité. Ouh. On va dire que c'est un projet. Je dis ça parce que ça fait partie des discussions qu'on a justement dans le cadre du groupe de travail, là, Cadeau Géo. Ouais. On va peut-être aller vers ça. Ouais. Parce que peut-être que justement, une des plus-values de l'IA, ça serait de contrôler des choses. Je reprends l'exemple du géoportail d'urbanisme. Dedans, tu as des anciens PLU. Tu sais très bien comment ça fonctionne comme moi, tout ça. Les vieux PLU qui n'ont pas été, qui ont été minasés à l'époque, mais qui ont été intégrés dans la plateforme avec des erreurs, sont aujourd'hui toujours disponibles. Sauf que l'autre, si tu refais pas de nouvelles versions de PLU, tu vas pas corriger les erreurs. Il n'y a pas d'obligation. Mais peut-être que d'identifier, tu vois, d'automatiser, de retrouver des erreurs, ou du moins de corriger certaines erreurs, bon, peut-être la plupart, grâce à l'IA, pourquoi pas, pour gagner du temps, parce que c'est tellement beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais oui, j'allais dire pourquoi pas, mais vu que j'ai pas le choix, c'est pas un mythe, parce que faut pas non plus mettre l'IA de côté, et là-dessus, je pense que ça peut résoudre des... Ouais. Et ce qui est très intéressant, on l'a pas encore dit, mais si je m'exprime sur le sujet de l'IA, c'est que pour moi, et je pense que beaucoup pensent comme moi, l'IA, donc générative, ici dans notre contexte, est bien utilisée, surtout entre mains d'experts qui connaissent leur métier. Quand on connaît son métier et qu'on utilise l'IA générative pour s'aider sur des sujets, c'est là où souvent on a des choses intéressantes qui sont faites. Et là, typiquement, c'est ça en fait. Toi, tu as cette expertise sur la qualité de la donnée. Tu sais comment fonctionne, quels sont tes process pour pouvoir vérifier. Tout ça, c'est très clair pour toi. L'idée, c'est avec l'IA, ce que est capable de faire l'IA, comment ça peut se plugger sur ta méthode pour aider à aller un peu plus vite. Et ça, c'est pour moi la bonne approche. Le risque serait de se dire, moi, je n'y connais rien à la qualité de la donnée, mais du coup, je vais demander à l'IA en lui disant, bah tiens, vas-y, dis-moi si ça, c'est la qualité. Et aujourd'hui, le gros problème que moi, je rencontre, c'est que énormément d'utilisateurs de ChatGPT ou Mistral ou peu importe craignent un peu l'outil parce qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils l'utilisent sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, ce que fait l'IA, c'est pas toujours très intéressant, quoi. C'est pas, soit des fois c'est faux, des fois c'est pas pertinent, des fois ça apporte pas grand chose, et à ce côté en mode en fait l'IA pour de vrai, ok, super pour corriger les fautes sur un email ou un script, ok, mais dès qu'on demande d'aller un peu loin, on voit les limites. En fait non,
quand nous, on se met en position d'expert sur un sujet qu'on maîtrise et qu'on utilise l'IA comme un outil complémentaire, c'est là où on peut faire des merveilles. Et c'est là où, pour moi, le focus doit être mis. Donc, je suis content qu'on aille dans la même direction sur la réalité. Ça te va comme réponse, ouais. Parce que du coup, comme tout à l'heure, quand à 3-5 ans, tu me disais que, et je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit d'ailleurs, à 3-5 ans, l'IA, ça va pas forcément, peut-être que ça va pas non plus révolutionner notre métier. Je suis plutôt aligné là-dessus. Mais en même temps, ici, réalité, parce qu'il y a certains points où pour le coup, ça va tout changer, quoi. C'est ça, puis il faut arriver à garder la main surtout dessus. C'est-à-dire qu'il faut pas... c'est y aller les yeux fermés parce que c'est tout nouveau, que l'IA ça fait tout. Non, mais alors il y en a qui réfléchissent comme ça, bon bah ok. Mais il faut garder la main sur, comme tu dis, les process, tout ça, c'est notre plus-value en tant que automaticien aujourd'hui, sigiste ou je sais pas comment on peut s'appeler maintenant. Mais derrière, si ça peut nous aider à aller plus vite ou aller sur des terrains qui permettent de débrider tout ça, bah pourquoi pas. Alors après, est-ce qu'on a besoin de cette rapidité aujourd'hui? C'est ça encore ça. Est-ce qu'on est dans le mode de productivité ou pas du tout? Alors, c'est tout ce contexte-là. C'est ça qui rentre aussi en jeu. Moi, je parle là pour ma vision Crige, où j'ai pas d'objectif de productivité. Tu vois, parce que là, tu penses... Peut-être que certains ont besoin. Parce que là, tu penses IA rapidité, mais il y a aussi IA fiabilité. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, quand tu récupères des données, que ce soit IGN, BRGM, peu importe, que tu vérifies, que tu as la recherche de petites erreurs, petites coquilles qui ont été faites parce que l'erreur est humaine, bah, ça peut être aussi toi... j'espère que des fois tu fais des erreurs. Oui. Parce que l'erreur est humaine et que du coup, si tu dois vérifier des données, s'il y a des erreurs et que tu passes à côté d'une erreur, en 15 ans, je pense que ça a peut-être dû arriver. Donc l'idée, c'est peut-être qu'avec une IA, certes, ça va plus vite, mais c'est surtout que c'est infaillible en fait. Si toutes les règles, s'il y a 25 règles et que ces 25 règles sont identifiées et que par A plus B, on ne peut pas passer à côté, on balance le modèle, les 25 règles sont vérifiées et certes ça va vite, mais au-delà de ça va vite, c'est les 25 points ont été vérifiés parce que c'est validé. Peut-être que si on le fait humainement, on a notre checklist des 25 et puis la 24e, on a sauté une ligne parce que le téléphone a sonné entre-temps et on avait un technicien dans le responsabilité qui nous dérange encore au téléphone pour une question alors que ça fait 15 fois qu'on lui dit que la projection c'est dans le projet que ça se règle. Mais on est dans l'automatisation dans tous les cas, donc que tu passes par un ETL où toi tu gères tes règles ou que tu demandes à une IA de générer tes règles pour les lancer derrière, globalement c'est le même principe, c'est juste que comme tu dis, il y en a une qui va pas passer l'erreur humaine du clic de la virgule en trop, quoi que ce soit, mais voilà, non, mais en fait, on est raccord, donc ça va. Ouais, d'accord. La gouvernance de données est un luxe. Est un luxe? Non, c'est un mythe. Le SIG... il en faut. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière, le SIG est encore trop souvent vu comme un outil, pas comme une expertise. Ah, je m'attendais pas à ce mot expertise. Ouais, réalité. Réalité, parce que encore une fois, c'est quoi la définition d'un SIG dans l'intellectuel des gens? Il y en a qui vont le voir comme un outil, d'autres qui vont le voir comme un ensemble d'outils, d'autres qui vont le voir comme une compétence, certains qui vont le voir comme un métier. Pour ça, on l'appelle des sigistes. Bon, pas beau comme mot, moi j'aime pas trop, mais un sigiste, c'est quelqu'un qui fait du SIG. Bon, un géomaticien, il va faire aussi du SIG, mais pas que. Un cartographe, il va faire du SIG, mais pas que. Voilà, donc c'est une histoire de définition, de terminologie surtout. Ouais. Donc, ouais. Ok. Je suis aussi tout à fait d'accord, aligné. C'est bon, on peut rester copains. Ah bah ça va alors. On va en faire des visios. Dernière question, cette fois-ci c'est la question Joker. Je t'explique le jeu très fameuse, très simple. c'est ça. Voilà. Donc je vais te poser une question. Tu as droit de dire Joker et pour le coup tu n'y réponds pas. Voilà. Et fin de l'émission. Ok. Ou alors tu réponds. Et je réponds avec quoi? Mythe ou réalité ou non? Non, cette fois-ci tu réponds ce que tu veux. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Allez, vas-y. Est-ce que tu peux me dire quelque chose là que tu n'oserais jamais publier sur LinkedIn?
Euh, sur le sujet du podcast, ou pas que. Ah non, sur ce que tu veux. Ah, LinkedIn, du coup, ça cadre un peu sur le contexte professionnel, quoi. Donc, ouais, donc voilà, dans le contexte pro, mais voilà, quelque chose que tu oserais pas dire sur LinkedIn. Alors c'est vrai que moi j'ai pas tendance à poster beaucoup sur LinkedIn, pas par manque de temps, mais parce que j'ai trouvé que justement LinkedIn aujourd'hui c'est un peu trop la foire d'empoigne où chacun veut faire une guerre d'ego sur moi je sais quelque chose mieux que d'autres. C'est pas une attaque perso pour toi, hein, attention, Ah hein, non, mais parce que ça c'est sert un aussi réseau de social. pub. Voilà, c'est un réseau social pro, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que chacun fait meilleur que l'autre. Et derrière, c'est surtout que moi, ce que j'adore, c'est quand ça commence à s'empailler dans les discussions. Donc, c'est pour ça que moi, je me risque. C'est pas que je me risque pas, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là, et je préfère les avoir en présentiel, face à face avec les gens. Pas pour finir en bagarre, hein, mais parce que c'est un débat pour moi, c'est face à face autour d'une table ou des choses comme ça. Et il n'y a pas l'intonation sur les trucs. Donc, le truc que j'oserais pas dire, c'est que ouais, arrêtons de se faire mousser sur LinkedIn pour des choses inutiles. Euh, voilà, je prends personne, enfin j'ai personne en tête, hein, je prends personne directement, mais globalement, moi j'en ai souvent qui me disent on est sorti de ça parce que de LinkedIn parce que c'est trop démago, trop bobo, il y a trop de moi je, ça rigole. Alors, tous ils ont des terminologies là d'appellation, ils sont CEO, CTO, C machin. Bref, c'est des termes que au bout d'un moment on se dit mais pourquoi moi je vois ça? Parce que c'est ça aussi, si ça remonte dans son fil d'actualité, c'est que tu as un Mm, lien, des fois pas forcément. Mais je trouve que ça va quand même trop loin, quoi. À un moment donné, mm. il faut revenir un peu, faut redescendre un peu, et voilà. Donc, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est peut-être ça, c'est ce côté un peu trop surfait de LinkedIn, Ouais. qui des fois a tendance à faire perdre la vraie info, parce qu'il y en a qui du coup mettent vraiment Mm. des choses bien, quoi. Et moi, enfin, je le dis, mais c'est pas un truc caché, mais un certain pourcentage de ma veille, je la fais sur LinkedIn. Mhm. Parce que justement, il y a des gens qui mettent des choses bien et que bah, j'ai envie de cliquer dessus. Et à l'inverse, des Ouais. fois, je regarde certains commentaires, j'ai plus envie de cliquer dessus parce que on Ouais. part dans des strates où chacun veut se faire mousser plus que l'autre parce Ouais. que l'autre connaît mieux que l'autre. Alors que tous ces gens sont déjà experts dans leur métier, donc il n'y a pas de Mm. raison de. Bon, bref. Mm. Mais non, non, c'est. Voilà. Ouais. Je continuerai à utiliser LinkedIn. Voilà, si c'est pour monsieur LinkedIn, mais parce qu'il y a quand même de l'info qui transite. Nous, Après, tu sais que on en tu peux faire le aussi, hein. tri hein, sur LinkedIn. Tu peux t'abonner aux personnes que tu veux voir et dans ton fil d'actualité, Ouais. t'assurer de voir que les abonnés. Et comme ça, toutes les pubs. Enfin, ouais, il y a encore Et des pubs. ça, c'est Mais ouais, c'est mon côté mauvaise gestion des réseaux sociaux. Ça, je sais pas mm, faire et c'est un truc qui m'intéresse pas forcément, voire pas du tout. mm. Donc, pardon, À tes pardon. souhaits. Mais merci. Mais du coup, dans ces, oui, je sais qu'on peut faire ça, mais je le fais pas parce que ouais, ça m'intéresse pas. Euh, je, je prends ça comme un outil, moi, LinkedIn, Ouais. et aussi bien de com montante comme descendante, Ouais. et Mm, où je contacte même des gens pour venir intervenir. Donc, ouais. ça, c'est pas mal. La particularité de LinkedIn comme réseau, c'est que il y a beaucoup de personnes qui cherchent à vendre leurs services ou leur outil, enfin voilà. Et du coup, bah forcément, il y a plein de discours commerciaux ou peut-être un peu détournés, cachés, et voilà, ça peut être des fois un peu fatigant de voir voilà, que c'est un peu le marché, le foire à la vente, et voilà. C'est des choses qu'on voit un peu moins Ouais, sur les autres plateformes. c'est ça, il faut arriver à faire le tri. Puis oui, c'est vrai que bah, moi de mon côté, j'ai rien à vendre. Donc c'est ça aussi qui m'oppose à Eh oui. ces personnes-là. Donc peut-être Mm, que si j'avais quelque chose à vendre, je ferais comme eux. mm, Euh, mais voilà, encore une fois avec mon spectre Crige, Stéphane ouais. Roll du Crige, c'est la vision. Bah, merci beaucoup pour cet échange, c'est un réel plaisir. Comment est-ce que l'on fait si on veut rejoindre le CRIJ? Est-ce qu'il y a un site, une adresse directement, une adresse mail, un formulaire? Comment ça se passe?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous appelez et vous avez une chance sur deux de tomber sur moi et je vous explique. Ouais, Sinon, il y a le site du CRIJ, ouais, www.crige-du6paca.org, et vous avez la rubrique adhérent et devenir adhérent. Donc c'est un formulaire d'adhésion avec la grille des prix, et puis vous envoyez ça et on vous envoie une facture. Globalement, c'est très, très simple, très rapide. Et si vous voulez en discuter avant, vous n'hésitez pas à nous appeler pour, euh, pour mettre au point ou voir s'il y a des raisons d'adhérer, parce qu'après, on force personne à adhérer, hein. C'est notre rôle aussi d'expliquer c'est quoi la plus-value d'adhérer au CRIJ et vous intégrer, on va dire, pas la grande famille CRIJ, c'est pas ça, mais le réseau géomatique euh, régional et voire plus. Et surtout tous nos événements, tous nos projets et participer à tout ce qu'on met en place depuis maintenant 23 ans. Voilà. ouais. Donc faut pas hésiter à nous appeler. Et puis au pire des cas, si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours venir nous voir chaque année à notre grand messe annuelle des Geodata Days qui seront donc en septembre prochain à Tours. Voilà, cette Nickel, année en c'est à Touraine. Marseille et l'année prochaine c'est à Tours. Donc il y aura tous les criges, il y aura tout cet écosystème SIG géomatique euh, qui est toujours deux jours de succès. Et il y a plein de choses à voir et plein de gens à rencontrer. Ouais, Il y a toujours un bon moment. plein de choses et toi tu les as fait, tu sais Mm. très bien ce que c'est. Ouais. Voilà. Parfait, merci beaucoup. T'as un coucou à faire passer, un dernier message? Eh ben, bonjour à l'équipe du CRIJ. Joyeux Noël, parce que là, on est le 23 décembre, donc On ça est en sortira en janvier, janvier. c'est Et ça. voilà, pardon, on est en janvier. Bonne Autant pour année, tu moi. peux dire. Bon, voilà, bonne année. Ouais, c'est ça. Non, non, enfin, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui me reconnaîtront dans cette vidéo, parce que apparemment, je connais quand même beaucoup de gens, donc euh, on en reparlera. Et puis, je sais qu'il y en a qui seront plus ou moins d'accord avec moi, donc ça fera l'objet de discussions autour d'un apéro pour ceux qui voudront bien. Parfait. Merci beaucoup, Steph. Quant à vous, Merci à toi. j'ai un message à vous transmettre, s'il vous plaît. Continuez d'apprendre à votre rythme, à votre manière, mais surtout avec un moyen que vous pourrez tenir sur la durée. Merci pour cette écoute. À très vite. Ciao. Maps, data, Salut. vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Yeah, but what's your job? I'm doing math. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, Joe Magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. But what's your job? Maps, data, stories.